Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf sur Radio J, Mazarine Pinjot pour son livre « Et la peur continue », paru aux éditions Mialet-Barreau. Mazarine Pinjot, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Vous êtes romancière, scénariste, professeur de philosophie. La dernière fois que je vous ai reçu, d'ailleurs, c'était pour parler d'un séminaire que vous faites tous les vendredis avec Sophie Nordman sur la transcendance. On peut dire que là, il n'est pas question de transcendance. On dira un mot tout à l'heure, si vous voulez bien, comme nous sommes au lendemain de la journée internationale pour la mémoire de la Shoah, d'un livre qui date d'il y a presque 10 ans maintenant et qui portait ce titre « Pour mémoire ». On en parlera tout à l'heure. Et la peur continue. Je me suis demandé, Mazarine Pinjot, si vous aviez écrit ce livre pendant le confinement, parce que le temps du confinement, c'est un peu le temps de la peur. C'est vrai, mais il se trouve que je l'ai écrit bien avant même qu'on entende parler de la pandémie. Alors, je l'ai terminé au moment où le confinement arrivait, mais donc il n'est pas inspiré par cette période. Mais il faut dire quand même qu'avant le confinement, il y a eu les attentats, il y a quand même un climat anxiogène assez prégnant dans l'atmosphère urbaine, mais également, je pense, au-delà des seules grandes villes. Et donc, oui, le climat de peur est accentué par le confinement, mais il le précédait. Alors, Lucille est enseignante en matière scientifique. Son mari travaille dans une ONG et voyage souvent. Et il y a cette peur sourde qui n'a pas de raison véritable et qui est là. Elle calcule continuellement les possibilités ou les probabilités pour savoir quelle catastrophe va lui tomber sur la tête. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui vit dans l'imminence, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement sensible à cette peur diffuse qu'on ressent tous, mais elle l'est d'autant plus qu'elle, en effet, apparemment, elle n'a pas de raison d'avoir peur, mais en réalité, il y a quelque chose qui va quand même venir la rattraper et qui s'est passé dans l'enfance. C'est une sorte de thriller psychologique comme ça, où on voit comment le passé remonte à la surface et comment la question du temps, qui est aussi très, très importante dans ce livre, puisque en effet, elle est scientifique, alors elle a donné des cours et puis elle est aussi journaliste scientifique et elle travaille sur la question du temps et donc on voit que le temps en fait ne passe pas, le temps est enrayé, le temps fait du surplace et en effet c'est tout le passé qui ressurgit à la faveur de deux nouvelles qui sont la mort de son ancien grand ami d'enfance et de sa cousine, mais qui sont juste des petites piqûres comme ça qui peu à peu l'amènent dans une forme de burn-out, de dépression, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas de chute qui fait qu'elle est de plus en plus sensible à la peur qui l'entoure et en effet dans l'anticipation de la mauvaise nouvelle, du drame, de la tragédie et donc ça nourrit son angoisse, mais une angoisse qui en réalité a des racines profondes qui viennent de l'archaïque, qui viennent de l'enfance. C'est un roman donc sur la peur du professeur devant ses élèves, la peur de s'effondrer. Et il y a 3 pages sur la peur d'acheter des chaussures. Et je me suis demandé, est-ce que c'est la peur d'acheter des chaussures ou est-ce que c'est la peur que connaissent beaucoup de gens de sortir et d'un magasin de chaussures sans avoir acheté, en ayant fait essayer un tas de chaussures c'est ça. En fait, ce qui m'a intéressé aussi de travailler dans ce livre, c'est la peur métaphysique à côté de la peur la plus anodine, mais qui, en fait, comme quand vous êtes pris par l'angoisse, c'est plus l'angoisse que la peur d'ailleurs, finalement tout devient insurmontable, de faire les cours jusqu'à prendre le métro en passant par se réveiller le matin, alors que c'est une peur qui est encore une fois, qui a des dimensions à la fois extraordinaires et à la fois extraordinairement ordinaires. Et donc la question des chaussures, c'est à un moment donné où en effet elle se dit allez j'en peux plus, je vais faire quelque chose de dingue, je vais m'acheter des chaussures et en fait elle arrive dans cette boutique et elle
n'arrive pas à choisir. Et là, l'angoisse commence à la prendre et se dire, tout choix devient un engagement et devient une manière d'assumer son existence. Et en fait, elle n'y arrive plus. Donc, elle demande à une amie de l'aider par FaceTime. Elle va l'aider à choisir ses chaussures. Et puis, la vendeuse s'en mêle. Et puis, finalement, ça devient toute une histoire. Et elle se sent coupable d'avoir pris du temps sur ces deux personnes. Et finalement, elle va choisir ce que les deux autres personnes lui ont indiqué qu'il fallait choisir. Et en sortant de la boutique, elle leur a pris des chaussures qu'elle n'aimait pas. Enfin, c'est qu'en fait, tout devient trop compliqué pour elle. Et c'est ça que ça raconte. C'est comment, tout à coup, il y a une forme d'effondrement intérieur qui fait qu'on se décale du quotidien, que la vie devient unheimlich, enfin, cette espèce d'inquiétante étrangeté où ce qui était auparavant familier, l'est de moins en moins. Et c'est vraiment comment le monde se déréalise au fur et à mesure et donc laisse entrer aussi ce sentiment de peur. Alors on voit quand même que votre formation de philosophe rejaillit de temps en temps. Le récit paraît hanté par la question du temps aussi. Et notamment le nom de Bergson apparaît, son rapport au temps et à l'espace qui est à la fois dans le champ scientifique et dans le champ philosophique. Et cette phrase qui revient comme un mantra, Bergson infléchit le sens du temps. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, ça n'est pas, attention, un livre de théorie philosophique, je vous rassure, c'est vraiment un roman, c'est même, encore une fois, c'est écrit et construit un peu sur le mode comme ça d'une tension permanente. Mais en effet, Lucie doit faire un dossier sur le temps pour le journal scientifique qui l'embauche et qui a beaucoup débauché. Donc, elle se retrouve seule à devoir assurer un travail que 3 personnes devraient faire normalement en temps normal, ce qui crée aussi une forme de tension et d'angoisse supplémentaire. Et donc, elle doit lire des textes sur le temps, à la fois de philosophes, mais aussi de physiciens. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était justement cette mise en parallèle entre les théories sur le temps, qui quand même s'accordent de plus en plus à dire, en tout cas en sciences, qu'il n'existe pas, enfin en tout cas en mécanique quantique, que le temps n'existe pas, et sa vie quotidienne, quoi, qui est en fait à la fois une forme de répétition, c'est un peu le jour le plus long, quoi, c'est le jour qui revient sans cesse et où elle s'enlise, quoi, où il y a quelque chose de l'ordre de l'enlisement, et je trouvais intéressant de voir comment la pensée du temps vient rejoindre en fait une expérience très basique, quoi, très quotidienne, d'un temps qui effectivement est à l'arrêt. Et son temps à elle est à l'arrêt. Et elle va pouvoir lui redonner du sens et de la durée, comme chez Bergson, qu'en revenant à l'origine, c'est-à-dire qu'en refaisant le voyage intérieur vers le moment où ça s'est arrêté, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas un livre de théorie philosophique, je rassure en même temps nos lecteurs. Il y a aussi, il est question aussi de choses aussi banales que l'achat de chaussures. Mais tout de même, il y a une page, moi j'aime bien cette page sur Husserl. Et vous racontez cette histoire très belle qui consiste à retrouver un livre 20 ans après. Et à retrouver le plaisir et éprouver à trouver des annotations dans le livre, oui. Et à se remettre en situation de lectrice. Alors, ce qui lui arrive, en fait, c'est que comme elle... C'est vécu, ça ? Ouais, non, mais là, en plus, c'est quelque chose de particulier, c'est que elle doit donc faire ce dossier sur le temps avec d'autres journalistes, mais c'est elle qui le chapeaute. Et donc, elle doit notamment faire un petit encart sur Husserl, qui a quand même beaucoup travaillé sur le temps. Et donc, mais le problème, c'est que elle y connaît rien. Enfin, elle dit à sa copine Myriam, le problème, c'est que j'ai jamais ouvert de ma vie un livre de Husserl, et donc ça va être difficile en très peu de temps, justement, de faire ce petit travail sur le temps chez Husserl. Et elle rentre chez elle sait qu'elle a quand même des vieux bouquins de ses années d'études, et donc elle retombe sur le livre de Husserl sur le temps. Elle l'ouvre et elle s'aperçoit qu'il est intégralement annoté de sa main à elle. Sa main. Et donc, elle est... c'est un plaisir fou. Alors, c'est à la fois un plaisir et à la fois, elle est perplexe. Elle se dit, mais comment j'ai pu oublier tout ? Enfin, comment j'ai pu
avoir même oublié de l'avoir ouvert, quoi, et de s'être dit, je connais pas cet auteur, alors qu'en fait, elle l'a travaillé. Et ça, moi, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, et qui sont très, très étonnantes sur la question de la mémoire, parce que c'est aussi un livre sur la mémoire, hein. À la fois, elle est complètement amnésique, justement, ça en est un exemple, et à la fois, la mémoire, malgré elle, remonte par bouffées voilà, d'angoisse ou par flash, et donc elle n'est pas maître de sa mémoire, c'est sa mémoire qui se joue d'elle et qui décide pour elle. C'est aussi pour ça qu'il y a tout un travail sur le temps. Et en fait, sur les sur les liaisons, votre personnage dit que son récit manque de liaison. À elle, il a toujours manqué les et, les quand, les alors, les et puis. Il a manqué la liaison. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est éparpillé, qui est morcelé. En fait, elle n'a pas, pour les raisons que raconte le livre et que je ne peux pas dévoiler ici, elle ne peut pas ressaisir sa vie sous un récit qui permette de créer du sens. Oui, elle est morcelée, à la fois physiquement et psychiquement. Et c'est aussi la question du temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas relier les périodes entre elles, parce que ces périodes sont presque devenues hétérogènes, quoi, comme si c'était des vies différentes. Et la question du récit, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée, comment le récit crée de la temporalité, en fait. Et le temps, il ne précède pas le récit, c'est le récit qui donne du sens au temps. Et précisément par tous ces mots de liaison et qui permettent voilà, de donner une chronologie, de dérouler un récit dans le temps, mais c'est très artificiel, c'est une création de la langue, en fait, le temps. Alors, il y a une charge contre les émoticônes. Alors là, vous n'aimez pas les émoticônes. Oh bah, c'est mon personnage qui n'aime pas. Mais Votre personnage n'aime pas elle aime les rien. Elle aime émoticônes. rien à sa décharge. Elle n'aime rien. Elle va pas très bien. Elle est en colère contre beaucoup de choses, contre les émoticônes. Alors, en tout cas, contre les émoticônes, elle explique, enfin, elle cherche une émoticône et elle dit laquelle le plus neutre, le citron qui sourit, le chat qui embrasse, les lèvres, le cheval, rien. Les émoticônes sont des pièges, elles disent trop ou pas assez, elles ne servent que de raccourcis, mais les raccourcis doivent bien raccourcir quelque chose. Et qu'en est-il de la sauvagerie libérée? Rancune, haine, amour absolu, y a-t-il une émoticône pour cela? Que font les graphistes? Ils n'auront rien et ce sera la faute des graphistes. Bah, c'est-à-dire que là, elle Vous commence. les utilisez quand même ou Mais pas? oui, mais moi, bien sûr. Non, mais là, c'est le moment où elle commence à péter un peu un plomb. Donc, en effet, elle est dans une correspondance rapide avec ses amis. Et en fait, les choses qui la traversent, évidemment, ne peuvent pas se ressaisir à travers uniquement une image qui, par définition, à la fois dit beaucoup de choses, hein. Enfin, on voit bien comment on Oui, mais utilise enfin, les émoticônes. c'est vrai Mais que en même c'est temps, enfin, moi, je les utilise comme tout le monde, moi mais aussi. c'est vrai que c'est le courrier des paresseux, quoi. Bah, c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y aurait une vraie étude à mener sur l'usage des émoticônes. Ça se substitue à autre chose, donc à une forme de paresse, de dire en mots, ou est-ce que finalement le dessin dit des choses un peu, voilà, qui permettent d'être plus rapide, plus efficace que, je sais pas. Après, c'est très marrant parce que quand on regarde tous les émoticônes qui sont proposés dans les smartphones, il y en a qui sont, enfin, on se demande à quoi ils servent, quoi. C'est vrai qu'il y a des émoticônes, je sais pas, de chevaux, de poules, de Oui. têtes de cochon. Bon, bah, on se demande, mais qui utilise ça? Donc, moi, il y a un moment donné où effectivement, elle se pose vraiment la question de à quoi peut servir le poulpe, quoi. Enfin, voilà, Oui. mais C'est vrai qu'il y a des moments d'écriture où on ne trouve pas l'émoticône qui correspond. ouais, Et- alors qu'il y en a, en revanche, on ne trouve pas à quoi il pourrait correspondre en termes d'écriture. Mais c'est, non, mais c'est assez amusant. Bon, là, c'est un moment aussi où oui, elle commence à lâcher prise, donc elle devient un peu folle sur certaines choses de fixation, comme ça. C'est comme sur les pétitions, elle supporte plus les pétitions. Mais ça, pour le coup, je la comprends. Vous savez, les pétitions, où Oui. chaque semaine, on vous propose une nouvelle pétition, comme si maintenant l'engagement devenait quelque chose de l'ordre de la Et en général, consommation, vous quoi. la signez sans l'avoir lu. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'un engagement politique, ça demande quand même une forme d'activité, non pas de pure passivité de consommateur. Donc c'est quelque chose d'un peu perturbant, je trouve. Alors, votre personnage réalise quand même un rêve que vous avez vous-même, celui d'être... vous auriez aimé faire des études scientifiques comme elle? Voilà, j'aurais beaucoup aimé
Oui, comprendre certaines choses, certaines théories, surtout en physique et en mécanique quantique. Alors, enfin, voilà, je lis de la vulgarisation et je trouve ça tout à fait passionnant, mais c'est vrai qu'il me manque un petit logiciel et ouais, j'aurais aimé, mais bon, je pense pas que j'aurais pu. Je pense pas que j'aurais été capable d'aller très loin. Bon, en même temps, la philosophie est jamais loin de la science, hein. On est quand même dans un rapport à la logique, et à la pensée qui est quand même très proche et les plus grands philosophes sont très souvent de grands scientifiques. Donc mais moi, c'est vrai qu'il me manque parfois quelques clés, dans ce domaine-là et ça m'est assez, enfin je le regrette vraiment. Bon après j'essaye de lire, hein, mais parfois je dois m'accrocher un petit peu. Alors, il y a des passages un peu troublants. Le mari de Lucille, lui, un jour, elle lui a demandé, qui est dans une ONG, et elle lui a demandé, tu préfères ta femme ou un SDF éventré par un junkie? Non, mais là aussi, c'est quand C'est elle une lui pose question des très questions dure, absurdes. hein. En fait, Lucie a des parents qui étaient des parents urgentistes. Son mari travaille dans une ONG. En fait, elle est toujours entourée de gens qui doivent sauver des vies plus importantes que la sienne. Parce qu'effectivement, ils sont plus en danger, plus en souffrance, etc. Et en fait, c'est toujours l'enfant qui est un peu mis de côté. Enfin, lorsqu'elle était enfant, justement, les parents étaient rarement là la nuit, donc elle était beaucoup seule. Et elle pouvait pas leur en vouloir puisqu'ils allaient sauver des vies. Donc c'est un peu les héros qui chez eux sont ni très présents ni très attentifs. Et c'est un petit peu voilà cette sorte d'ambivalence de certains parents héroïques et enfin qu'on peut difficilement critiquer, mais qui sont pas très présents. Et c'est en tout cas c'est l'enfance elle a vécue. Alors, il y a des propos quand même assez désabusés, mais en même temps, j'ai noté que on mange bien dans le livre et on boit du bon vin. C'est une morale pour l'époque que nous vivons. En tout cas, le bon vin, le verre de vin rouge qui vient couronner la journée est pour elle quasiment vital. C'est-à-dire que rentrer chez soi, fermer la porte et être tout à coup dans son cocon à l'abri des dangers, puisque c'est quelqu'un, encore une fois, qui a peur de beaucoup de choses. Enfin, tout peut devenir une agression à ses yeux. C'est symbolisé par le verre de vin rouge qui va lui permettre de se relâcher, quoi. Donc c'est presque plus cérémonial et symbolique que de la bonne chair à proprement parler. Mais oui, oui, voilà, c'est ces petits cérémoniaux qui font que vous vous sentez protégé chez vous. Enfin, pour elle, le foyer représente quelque chose de très très important. Alors, je vous ai demandé, on a parlé un peu avant, et je voulais vous demander comment vous ressentiez la période que nous vivons, qui est, je ne sais pas si vous avez vu Le Monde de ce matin, c'est le malaise, le malaise au-delà de la peur du Ouais. virus, il y a un malaise profond et une espèce de découragement. Les gens pensaient qu'ils allaient s'en sortir, le vaccin, etc. Et puis tout d'un coup, les variants. Est-ce que est-ce que vous avez écrit ce livre un peu pour l'époque, en Bah, pensant à l'époque que nous vivons? disons qu'il est irrigué par l'époque. On n'écrit jamais à partir de rien, à partir du désert. On écrit à partir de soi et soi-même, on est nécessairement traversé par l'époque. On est une caisse de résonance. Et d'autant plus lorsqu'on écrit, on est particulièrement attentif à l'ambiance, ouais, vraiment à quelque chose d'assez peu tangible, mais à ce qu'on éprouve. Et c'est vrai que moi, j'éprouve très fortement ce que vous venez de décrire, cette espèce de dépression, pour le coup, collective, qui est liée à plein de facteurs, mais qui est notamment liée à la difficulté de l'horizon. C'est-à-dire que l'horizon est bouché de toutes parts, aussi bien littéralement, puisque on ne peut pas trop bouger, quoi, au sens propre. On ne peut pas trop sortir de chez soi, on rentre à 18 h, il fait nuit, bon, et puis de toute façon, à 18 h, c'est fini. Enfin, et puis sans doute, on va devoir être confiné de manière plus radicale, que dans le temps. La question de l'horizon d'une temporalité ouverte, aujourd'hui ne se pose pas, elle est close. La difficulté de se projeter, on a un besoin vital de pouvoir se projeter. C'est le besoin symbolique peut-être le plus important
pour se sentir exister, pour recréer du désir. Mais lorsque l'horizon est bouché de toutes parts, c'est normal qu'il soit extrêmement difficile de vivre une forme de piétinement d'un présent incessant. Et c'est encore la question du temps qui est très, je trouve, très présente et très douloureuse aujourd'hui. C'est que le temps piétine, quoi. C'est que le temps nous échappe et que, en effet, il est très difficile de pouvoir avoir des projets, imaginer, quoi. L'imaginaire lui-même s'en trouve bloqué. Sans imaginaire, sans projection, c'est difficile de vivre. Et c'est pas étonnant que votre personnage ne trouve pas l'émoticône qui correspond à ce qu'il ressent. D'autant plus qu'aujourd'hui, les rares projections qu'on peut se faire sont plutôt douloureuses et négatives, que ce soit d'un point de vue économique que d'un point de vue plus global, écologique. Et donc, voilà, on est quand même dans une ambiance qui est particulièrement délétère de ce point de vue-là. Et à tous les niveaux, si vous voulez, que ce soit encore au niveau global, qu'au niveau quasiment individuel, puisque enfin, voilà, ces crises à multiples facettes, qu'elles soient politiques ou écologiques, ou aujourd'hui sanitaires, eh bien, d'une certaine manière, sont présentes dans la vie quotidienne de chacun. C'est ça qui est très étonnant. Alors, j'ai promis de parler de ce livre, puisque nous sommes au lendemain du 27e anniversaire du 27e, de la journée internationale pour la mémoire de la Shoah. C'est un livre sur la mémoire, d'ailleurs, aussi, oui. Celui-ci. C'est un livre sur le souvenir, sur l'amnésie, sur ce qu'on oublie, sur les trous dans les souvenirs. Mais vous aviez fait un livre il y a 10 ans. C'est la première fois d'ailleurs qu'on s'était rencontrés. Vous mettiez, ça s'appelait Pour mémoire, et vous mettiez en scène un adolescent d'aujourd'hui dévasté par la découverte de la Shoah. Oui, qui était tombé sur des images de Nuit et brouillard et qui est resté sidéré, quoi. Et cette sidération, qui n'a pas été accompagnée de mots, enfin c'est aussi ça que ça raconte, parce que la transmission, elle est complexe, c'est tout un processus d'accompagnement. Et donc lui n'a pas été accompagné ni par un discours, ni par des livres. Enfin voilà, il a découvert ça de plein fouet et il est rentré dans une forme de pathologie empathique qui était sa manière de subir ces images, quoi. Merci Mazarine Pinjot. Je rappelle le titre de votre livre « Et la peur continue » aux éditions Mialet Barreau. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. L'invité de Pont Neuf cette semaine était Mazarine Pinjot. Bonne journée et prenez soin de vous.